Vous syntonisez Radio Centre-Ville. Hellénique, lusophone, francophone, anglophone, hispanophone, arabophone et créolophone, tous réunis au 102.3 FM. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. Bon matin, chères auditrices, chers auditeurs. Plaisir de vous rencontrer encore ce matin. Aujourd'hui, on a un menu diversifié et riche. On parlera de la sécurité alimentaire. On va recevoir aussi la mairesse de Lachine pour parler de la vie du quartier. Et une petite réflexion sur le racisme avant de finir la rencontre avec la réalisatrice du commentaire, Madame Nadia Zouaoui. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on commence par peut-être question sur la sécurité alimentaire. La pandémie a eu un effet néfaste sur les familles et la question de la sécurité alimentaire est toujours un enjeu majeur. Pour en parler, j'ai avec moi au téléphone l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et l'agroalimentaire. Madame Bibeau, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Vous aussi, j'espère. Oui, merci beaucoup. Alors, comme j'ai dit, la question alimentaire est un enjeu majeur depuis toujours et surtout depuis le début de la pandémie. Vous êtes engagé à favoriser le bien-être des familles agricoles, la prospérité du Canada rural et la protection de l'environnement. Pouvez-vous nous dire quel type de collaboration avez-vous développé au bénéfice des familles agricoles québécoises? Quels sont les enjeux qui se posent à ce niveau? Alors, oui, effectivement, ça fait partie de notre mission. Et peut-être, si vous me permettez, de mettre en perspective un peu les différentes responsabilités entre le gouvernement du Québec, le ministre de l'Agriculture, M. Lamontagne, et moi, qui est ministre de l'Agriculture pour le Canada. Donc, quand on parle des responsabilités fédérales, on parle beaucoup de commerce international. Pas tout, mais significativement, les investissements dans la recherche et l'innovation et aussi, comme vous le disiez à l'instant, le support à nos producteurs et nos productrices agricoles. Alors qu'au niveau du gouvernement du Québec, ils vont être, je dirais, plus proches de la terre et du territoire. Donc, quand vous parlez de la collaboration avec les familles, déjà comme députée de Compton-Stenstead, alors la région de Sherbrooke, Quaticook, entre autres, j'ai une communauté agricole assez importante, beaucoup de producteurs laitiers, de producteurs de sapins de Noël, de sirop d'érable, et un peu tous les genres, toutes les productions agricoles se font dans ma région. Alors, j'ai le souci d'être proche de ces gens-là d'abord et avant tout. Et ensuite, quand on parle vraiment des producteurs à l'échelle du Canada, parce que l'agriculture au Québec et l'agriculture en Alberta, il y a des différences importantes. Donc, cette communication-là se fait avec les représentants des différentes industries, l'industrie laitière, l'industrie de la production du porc, par exemple, ou les grands producteurs de blé ou de céréales. Alors, ça passe vraiment par l'intermédiaire de leurs associations, comme l'UPA, et aussi la relation que j'entretiens avec les ministres provinciaux, dont le ministre Lamontagne. Parfait. En fait, en lien avec cette question, en juin 2019, vous avez lancé la toute première politique alimentaire pour le Canada. Votre objectif est de renforcer la sécurité alimentaire pour la population canadienne et de promouvoir un système alimentaire fort et durable au Canada. Pouvez-vous nous dire où vous êtes rendu aujourd'hui et surtout, est-ce que vous partagez l'ambition du gouvernement du Québec de réaliser la souveraineté alimentaire pour répondre aux besoins stratégiques de la sécurité alimentaire? Oui, donc la politique alimentaire du Canada a été dévoilée, comme vous le disiez, en juin 2019 suite à une très, très grande consultation. Entre autres, 45 000 Canadiens ont participé à la consultation d'une façon ou d'une autre. Et on est arrivé, ce qui faisait vraiment consensus, c'était la question de la sécurité alimentaire. Alors, on a déjà
mis en branle un certain nombre de programmes, dont le Fonds des infrastructures alimentaires locales, qui vise, entre autres, les banques alimentaires, les cuisines collectives, par exemple. Donc, ce genre d'organismes communautaires qui visent à renforcer le système alimentaire dans une communauté. Lorsque les gens font des partenariats, par exemple, entre la banque alimentaire, l'épicier, le producteur, lorsqu'on veut construire des serres urbaines qui vont à des fins là, de communautaires. Donc, ce programme-là est un volet très, très important qui me tient beaucoup à cœur et qui est ouvert en ce moment. Alors, j'invite les gens qui ont des projets d'infrastructure alimentaire locale à faire la recherche pour demander des fonds. Ensuite, il y a une grande initiative aussi qui va être lancée prochainement pour réduire le gaspillage alimentaire. Le gaspillage qui peut être autant, on en fait beaucoup trop à la maison, il y en a beaucoup à la ferme, mais entre les deux, donc dans toute la chaîne d'approvisionnement alimentaire aussi, on peut faire des efforts pour vraiment réduire ce gaspillage et mettre à profit cette nourriture là, pour les gens qui en ont le plus besoin. Il y a une autre initiative qui vise éviter la fraude alimentaire. Et quand on parle de fraude alimentaire, ici, on parle beaucoup de mauvais étiquetage. Donc, des produits d'importation, souvent, souvent, quand ça arrive, ça prend souvent cette forme-là, mais ça n'arrive pas souvent. Donc, un mauvais étiquetage qui va nous indiquer, par exemple, que c'est du miel, alors que c'est du miel qui est dilué avec du sucre ou quoi que ce soit. Donc, c'est de faire une veille plus stricte à la frontière au niveau de la fraude alimentaire. Donc, ça fait partie des principales initiatives qui découlent de la politique alimentaire. Et là, dans le contexte de la COVID, il y a 2 programmes majeurs qui ont été lancés dans les derniers mois. Donc, 2 fois 100 millions de dollars dédiés aux banques alimentaires à travers tout le pays, et aussi un programme de 50 millions de dollars qui visait à racheter les surplus alimentaires de nos producteurs qui ne pouvaient pas être vendus dans les restaurants, entre autres, pour les mettre à la disposition, encore une fois, des banques alimentaires. Oui, Madame Bébaud, en fait, ça c'est, vous avez parlé de ce fonds. Effectivement, vous avez versé 100 millions de dollars par l'intermédiaire des fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire aux banques alimentaires. Mais ma question est, est-ce que vous exigez un plan d'accompagnement pour développer l'autonomie et l'empowerment chez ces familles vulnérables? Parce que l'objectif, oui, l'autonomie, la sécurité alimentaire, mais aussi l'autonomie de ces gens-là. Oui, je comprends bien votre question. Alors, on est dans le contexte de la COVID. Il fallait intervenir de façon très, très rapide. On a choisi d'intervenir avec des réseaux comme Banque alimentaire du Canada. Donc, au Québec, ça transige principalement à travers le réseau des moissons, le Club des petits déjeuners, l'Armée du salut, entre autres. Donc, on a décidé de faire des partenariats avec ces grandes organisations qui ont énormément d'expérience et qui ont justement cette capacité de rejoindre les communautés autant urbaines que rurales et de profiter de leur expérience, de leur expertise. Mais c'est une intervention du gouvernement fédéral qui est ponctuelle et qui devait être rapide. Donc non, on n'a pas mis de ce type d'exigence. Oui. On fait confiance à ces grandes institutions qui ont développé beaucoup d'expertise. Et par contre, à plus long terme, ce qu'on fait au niveau du gouvernement fédéral, depuis qu'on est arrivé il y a 5 ans, une initiative dont on est extrêmement fiers, c'est l'allocation canadienne aux enfants. Donc, avant, toutes les familles qui avaient des enfants du même âge, peu importe le revenu familial, recevaient la même allocation. Alors que nous, on a changé ça pour que l'allocation soit inversement proportionnelle au revenu. Donc, plus la famille a un revenu bas, plus elle reçoit une allocation pour enfants importante. Et ça a permis de sortir tout près de... mon Dieu, j'ai le chiffre qui m'échappe, mais je crois que c'est 1 million d'enfants de la pauvreté de cet ordre de grandeur. Et c'est une initiative dont on est très, très fiers.
On a aussi mis évidemment en place la prestation canadienne d'urgence pour aider les familles et les gens qui perdaient leurs revenus à cause de la COVID. Donc, au niveau fédéral, c'est plutôt à ce niveau-là qu'on va faire des interventions pour aider les familles les plus vulnérables. D'accord. Madame Bébeau, une dernière question. Selon un rapport de Human Rights Watch publié le 21 octobre dernier, le changement climatique met en péril l'accès des Premières Nations et des aliments nutritifs traditionnels, car ils subissent actuellement des réductions drastiques de la quantité de nourriture. Est-ce qu'il s'agit d'une priorité aussi que vous accordez à cet enjeu? Oui, absolument. Je dirais même assez deux enjeux. D'une part, toute la question de soutien aux communautés autochtones et aux gens qui vivent dans les régions éloignées, c'est une priorité pour nous et c'est une priorité dans la politique alimentaire de façon très, très claire. Et d'ailleurs, les fonds dont je viens de vous parler, il y avait un certain pourcentage de ces fonds qui étaient dédiés aux communautés autochtones et éloignées. Et la priorité entourant les changements climatiques, c'est dans le secteur alimentaire, dans le secteur agricole, c'est incontournable. Les producteurs agricoles ont un rôle majeur à jouer dans notre lutte ou dans notre volonté de diminuer nos émissions. Donc, les producteurs agricoles sont des partenaires de premier plan. On fait beaucoup de recherche, d'innovation, et le défi, c'est maintenant de faire en sorte que ces meilleures pratiques-là soient le plus partagées et adoptées par nos producteurs. C'est aussi de les aider à pouvoir avoir accès aux nouvelles technologies pour faire en sorte que le secteur agricole contribue de façon significative à la réduction de nos émissions. Et d'ailleurs, permettez-moi de revenir en arrière d'un pas pour revenir aux communautés autochtones. La vision même de la politique alimentaire consiste à donner accès pour tous les Canadiens à une alimentation qui est saine, qui est nutritive, mais qui est aussi culturellement diversifiée. Donc, culturellement diversifiée, on pense à nos communautés autochtones et on pense aussi à nos communautés culturelles à travers le pays. Madame Bébeau, merci beaucoup. Alors, c'était l'honorable Marie-Claude Bébeau, ministre de l'Agriculture et l'Agroalimentaire. Au plaisir. Merci, au revoir. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. Vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3 FM, le reflet de la mosaïque culturelle de Montréal depuis plus de 40 ans.
à l'émission. Comme je vous ai promis, on commence une rubrique sur la vie du quartier. Et on entame cette rubrique avec l'arrondissement Lachine. J'ai avec moi Madame Maya Vodanovic, mairesse de l'arrondissement Lachine. Madame Vodanovic, bonjour. Bonjour, Monsieur Baron, bonjour. Alors, sans trop tarder, en fait, on vit malheureusement cette crise sanitaire. Ma première question est comment la communauté lachinoise s'immobilise dans la gestion de la pandémie, mais surtout notamment avec l'accès à une scène alimentaire et l'inclusion des personnes vulnérables. Ces deux objectifs qui font partie du plan d'action 2017-2022 de la Chine. Oui, absolument. Vous connaissez bien nos priorités, M. Baron. Je suis vraiment contente qu'on s'est organisé. C'était vraiment notre priorité que tout le monde puisse avoir accès à l'alimentation saine, surtout les gens vulnérables qui ne pouvaient pas sortir de chez eux, comme les personnes âgées. Et puis, il y a un organisme qui s'est mobilisé, qui s'appelle le Teapot, ou la théière en français, qui, eux, allaient faire très, très tôt le matin, à 6 heures du matin, avant l'ouverture de l'épicerie. Il y avait un groupe de bénévoles. Je suis allée une couple de fois, là. C'est quelque chose. Et puis, on avait une liste d'épiceries des personnes âgées qui ne pouvaient pas se déplacer. Alors, on faisait le tour des allées, puis on allait faire l'épicerie de tout le monde. Alors, il y avait une centaine d'épiceries qui se faisaient à chaque semaine pour eux. Et pour d'autres personnes qui n'avaient pas l'argent à ce moment-là, on avait du dépannage alimentaire à 3 endroits. Il y a des gens âgés qui faisaient des repas, à peu près 75 repas par jour. Puis là, les gens venaient le chercher. Et aussi, on avait des pointes de chute. Il y avait Extended Hands, qui, eux, c'était surtout pour la communauté noire anglophone, qui venait aussi de NDG. Puis eux donnaient des centaines, je pense que c'est entre 100 et 300 sacs d'épicerie complète par semaine, avec fruits, légumes, tout ce qu'ils avaient besoin. Et ils préparaient des repas aussi à une autre journée. Alors, moi et la ville, on a aussi fait des points de chute dans un parc central à l'arrondissement avec un fonds d'urgence et centraide. Alors, mais ça, malheureusement, c'est terminé. Mais les autres organismes continuent à combler la demande jusqu'à date. Kakovic aussi, dans le quartier de Dovecourt, aussi, ça a été très populaire. Les gens de mon cabinet allaient prendre des camions puis allaient chercher la nourriture à la première moisson. Effectivement, un autre objectif de plan d'action 2017-2022, c'est celui de revitaliser des quartiers comme Saint-Pierre, Dovecourt et la Chine-Est, qui sont considérés des zones vulnérables. Quelle est votre vision, la vision de votre administration pour ces quartiers? On a beaucoup investi dans le quartier Saint-Pierre les dernières années. Et en fait, le quartier Saint-Pierre, son indice de vulnérabilité, il est moindre. Ça s'est amélioré, la vie de quartier là-bas. On a beaucoup investi. On a même créé un centre de pédiatrie sociale qui est là de manière permanente. Et vous savez, c'est pas comme un médecin ordinaire, c'est la famille qui vient et la famille qui est suivie. Parce que souvent, les problèmes que les gens ont, qui sont plus défavorisés, c'est pas juste une petite maladie, là, c'est comme plus symptomatique. Alors là, le médecin et les travailleurs sociaux aident la famille à régler certains problèmes qui peuvent être plus profonds. Tu sais. Et on a aussi mis sur place le triple P, qui est un suivi pour les familles en besoin et qui ont des problèmes de gestion. Et on a mis beaucoup de programmes en place pour les jeunes à Saint-Pierre. Et je pense que ça commence à porter fruit. Et on a mis aussi, ce qu'on est très heureux, c'est que toute la communauté à Saint-Pierre voulait vraiment sécuriser les traverses piétonnes, sécuriser autour de l'école, parce que vous savez, c'est le boulevard Saint-Jacques, pendant l'échangeur Saint-Pierre, c'est une voie de contournement. Il y avait énormément de trafic. Alors finalement, en décembre, on va installer des nouveaux feux de piétons avec des boutons pressoirs pour pouvoir traverser en sécurité, surtout
tout le long de boulevard Saint-Jacques et sur le boulevard Notre-Dame pour rentrer à Saint-Pierre. Ça, c'est quelque chose que les gens demandaient depuis 10 ans. Là. Alors ça, je suis vraiment contente qu'on ait pu arriver à ça. Puis ça, c'est vraiment une grande mobilisation de la communauté avec l'organisme Revitalisation Saint-Pierre qui a aidé à rendre ça actuel là, maintenant. Là. Alors ça, c'est quelque chose de vraiment bien. Dans le cadre de votre projet d'éco-quartier Lachine, oui. En quoi le changement climatique pose-t-il une menace? Ça, c'est une très bonne question. Vous savez, on a 10 000 nouvelles résidences qui s'en viennent dans un quartier industriel dont on va devoir décontaminer les sols. Et un des enjeux les plus grands pour Montréal, c'est combattre l'eau. Il y a des très, très fortes pluies. Alors, on a des inondations tout partout autour de Montréal et les pluies sont très, très abondantes. Et nos égouts sont vieux. Et les égouts qui mélangent l'eau et les égouts débordent souvent à travers Montréal. Alors là, nous, dans ce nouvel district, on aimerait refaire comme des ruisseaux comme ils étaient au début du 20e siècle. Il y avait encore des ruisseaux sur l'île de Montréal. Alors, l'eau de pluie, on la garde en surface et les égouts, on les amène aux égouts pour séparer. Comme ça, il y a moins de pression dans notre système et il y aura moins d'inondations partout à Montréal et on va garder l'eau et on veut l'eau qui reste sur le sol, qu'elle soit filtrée par les plantes avant qu'elle aille dans le lac. Alors, il y a toute la gestion de l'eau, ça fait une couple d'années qu'on y travaille et c'est vraiment le nœud du problème. Et l'autre nœud, c'est les GES, bien sûr, toute l'automobile, le chauffage. On veut amener le tramway. On a déjà 800 millions dédiés du gouvernement du Québec pour ce projet-là. Et ça va nous permettre que dans ce nouveau développement, l'auto n'est pas au centre, n'est pas devant chaque maison, mais elle peut être peut-être un peu plus sur le côté du développement, pas central, parce que les gens vont pouvoir embarquer dans le tramway pour aller direct au centre-ville ou aller vers Dorval. En tout cas, ça, vraiment, on essaye si on n'a pas ce système de transport, de mobilité durable, on ne peut pas vraiment avoir des quartiers. Mais juste de développer un quartier proche de la ville et retransformer des sols c'était parmi les sols les plus contaminés au Canada, on fait déjà quelque chose de bon pour l'environnement. Un autre dossier aussi important dont les médias ont beaucoup parlé, je pense qu'ils parlent encore, votre administration songe fermer la marina de Lachine en vue de la création d'un parc public. Oui. Une décision qui est soutenue par la ville-centre entre les pour et les contre. J'aimerais savoir votre vision, mais surtout aussi vos arguments. D'accord. Alors oui, ça fait beaucoup jaser. Ça fait 4 mois que ça dure. 4 mois qu'il y a des débats dans les médias parce que les gens qui ont leur bateau là, c'est sûr qu'ils sont très déçus. Je les comprends, là. C'est un endroit exceptionnel. C'est une baie protégée du courant. Vous savez, moi je viens de la Méditerranée. Je ne sais pas si vous aussi, mais oui. Il y a quelque chose d'extraordinaire quand on peut vivre au bord de l'eau et s'y baigner. C'est quelque chose de merveilleux, puis les gens se rassemblent. Et on veut arriver, en ce moment, vous savez, dans les années 80, quand la marina a été créée, l'eau était tellement contaminée qu'on ne pouvait même pas la toucher. Alors, c'est normal que les gens voulaient embarquer dans des grands bateaux puis aller plus loin à quelque part. Mais maintenant, depuis 10 ans, l'eau, elle est bonne. On peut la toucher, on peut avoir contact. Pas toujours bonne partout pour nager à cause des courants et différentes conditions, mais on y est presque. Alors, et ailleurs, à Lachine et ailleurs à Montréal, il n'y a pas d'endroit aussi agréable et protégé que cette baie qui donne sur les couchers de soleil phénoménal. Alors, on veut vraiment que les gens se réapproprient ce lieu qui est à nous. On l'a payé. C'est notre site et on pense que ça va un peu comme la plage à Verdun a amené beaucoup de renommée à Verdun. Moi je passe souvent par là puis les gens sont là, les gens jouent sur le gazon, les gens vont au restaurant. On veut faire vraiment un endroit
vivant, le fun, et pour les jeunes, comme Younes, je pense que Younes Boukala, il est déjà venu à cette émission, puis Younes me dit souvent, il n'y a rien pour les jeunes à la Chine. On veut avoir un endroit où on peut juste aller, où on peut aller s'amuser, qui coûte pas cher, là. On peut aller juste s'étendre, jaser avec nos amis, être sur un quai, entouré d'eau, se baigner. Ça serait vraiment un rêve là, qu'on réalise pour la Chine et pour Montréal. D'accord. Est-ce qu'il y a un arrangement avec ceux qui fréquentent ou qui fréquentaient la marina pour faire peut-être un consensus? Est-ce qu'il y a une place à un consensus avec... Vous savez, il y a toujours eu l'idée de garder une marina locale. Alors, ça sera quoi la grandeur de cette marina locale? C'est à nous de décider en consultation publique. Okay. Alors, nous, avant, vous savez, pour qu'il y ait une marina là l'année prochaine, il faudrait qu'on investisse des millions de dollars. Parce que la route s'écroule, l'électricité, est, à cause qu'il y a eu des inondations, deux étés, les fils électriques sont dangereux. Il faut refaire les choses, les fosses septiques, il faut les refaire. Alors, de toute façon, l'été prochain, des travaux auraient dû être faits pour avoir une marina. Et nous, alors, on s'est dit, avant de juste refaire la même chose avec laquelle la ville perd de l'argent et qui est juste pour un petit nombre d'usagers, repensons ce lieu. Et on a proposé quelque chose, et là, on veut aller en consultation publique. Et bien sûr, on va écouter aussi les plaisanciers. Les plaisanciers, bien sûr, sont tellement contre l'idée qu'on ouvre le débat, qu'ils nous amènent même en cours maintenant. Ils veulent nous forcer à investir sans qu'il y ait de consultation publique. Mais nous, on veut entendre tout le monde. Et l'idéal, c'est qu'il y a la place pour tout le monde. Mais c'est sûr que sur la pointe, on ne peut pas avoir de grands bateaux et avoir la baignade. C'est impossible logistiquement. Là. Mais il peut avoir, moi je pense qu'on peut aller jusqu'à probablement un peu plus que 100 bateaux, puis on va voir où est-ce qu'on pourrait les mettre de notre côté à nous de la Chine. Parce que nous, on a déjà eu des marinas de notre côté. On en a une, puis il y a déjà une ancienne marina que toute la structure est déjà là. Il faudrait juste ajouter des quais. Alors, tout ça, on va en discuter dans les consultations publiques pour voir comment on va y arriver. Quand tout le monde... Mais là, vous savez, on a une injonction contre nous. Alors, le dialogue est pas très bon quand les gens nous poursuivent en cours, mais on va y arriver à se parler à un moment donné. Là. Ouais. Madame Vodanovic, merci beaucoup. Et puis, certainement, on va suivre le dossier de très près. Bien, merci beaucoup, M. Baron, pour ce temps que vous m'avez accordé. Au plaisir. Beaucoup. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. Vous êtes à l'antenne de Radio Centre-Ville 102.3 FM, la seule véritable station multilingue à Montréal. Mesdames et messieurs, le racisme, un enjeu qui fait encore l'actualité encore et encore. Pour faire une réflexion, j'ai avec moi Monsieur Habib El-Haj, directeur de l'IRIPI, Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants. Monsieur El-Haj, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va super bien, vous? Merci, oui. Merci. Alors, c'est ça, la question du racisme, il fait encore l'actualité. Peut-être, je commencerai par le gouvernement a mis en place le groupe d'action contre le racisme qui devrait déposer des recommandations cet automne. Est-ce que, selon vous, ce groupe d'action a la légitimité et la confiance des partenaires? Et aussi, quelles sont vos attentes pour ce projet-là, ce rapport de recommandation qui va
qui possiblement on s'attend à ça. Premièrement, c'est une bonne chose que le gouvernement pense de mettre en place une équipe ou un groupe de réflexion et d'action autour de ce sujet-là, qui est très important, qui prend beaucoup de place, comme vous le dites, évidemment. Est-ce que là, la légitimité, ça, je laisserai ça pour les partis politiques, pour certains qui vont dire il n'y a pas de légitimité parce qu'il n'est pas assez représentatif. Pour d'autres, écoutez, on va attendre voir qu'est-ce qu'il va nous dire, ce groupe-là, afin de statuer sur les actions proposées. Ça, c'est très important. Donc, moi, je dirais, il faut attendre voir qu'est-ce que ce groupe-là va nous dire. Maintenant, parmi les attentes, pour moi, c'est au moins d'avoir élargir la réflexion autour de ce sujet-là, mais aussi de proposer des actions très concrètes. Et une des actions que je pense qui est très importante, c'est la mise sur pied d'une politique contre le racisme. Donc, que cette politique cadre descend par la suite, qu'elle soit mise sur pied, mais qu'elle touche tous les ministères, puis qu'elle descend par la suite avec des actions, que les institutions produisent des actions, des politiques internes ou des cadres de référence et des actions qui touchent la lutte contre le racisme. Mais comment on va y arriver si le Premier ministre est déjà nié l'existence du racisme systémique? Et aussi, juste pour vous dire qu'il n'y a pas juste les partis politiques, il y a même les groupes communautaires, et ils en déplorent le fait qu'ils étaient exclus de faire partie de ce groupe d'action. En effet, écoutez, en premier temps, sur la question de cet enjeu-là entre racisme et racisme systémique, je sais que ça ne fait pas l'unanimité. Il est important de comprendre que le racisme, il est érigé en système aussi. C'est pas juste et uniquement des actions individuelles. Donc, mon action individuelle qui peut être raciste ou discriminatoire, elle est interreliée avec d'autres enjeux. Est-ce que, par exemple, ce qu'on voit dans une action individuelle, est-ce que c'est en lien avec avec l'éducation, avec le milieu familial, avec d'autres relations? Et c'est ça le système. Le système, c'est que toutes les actions sont interreliées et qui font sens. Puis lorsque je bouge une action, elle va avoir un impact. Et si il y a une directive quelconque, mais elle va avoir un impact ailleurs. Et s'il y a un manque de directive, elle va avoir aussi un impact ailleurs. C'est ça le système. Donc, pour moi, évidemment, tout geste raciste, ou presque, a des liens avec un système quelconque, parce qu'on fonctionne dans un système, on grandit dans un système. Et c'est dans ce sens-là, il faut comprendre que le racisme est systémique. La Ville de Montréal compte créer d'ici l'automne un poste de fonctionnaire responsable de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques. Pensez-vous que cette décision peut influencer d'autres villes ou même le gouvernement pour reconnaître le racisme systémique et mettre en place une instance ou un comité en lien avec l'enjeu? Et deuxième question, selon vous, comment cette fonction va-t-elle évoluer dans l'organisation de la ville et des arrondissements aux côtés de d'autres structures qui sont déjà en place? En fait, l'action de la ville est saluée par beaucoup, surtout les organismes communautaires. Elle est vraiment saluée dans le sens il faut agir dans ce sens-là et lutter contre ce type de fléau. Est-ce qu'elle va influencer d'autres villes? Là aussi, il faut voir. Chaque ville peut se regarder et voir comment elle peut mettre sur pied des actions de lutte contre le racisme d'une manière ou d'une autre. Pour le moment, la ville a décidé d'aller dans ce sens-là suite à des recommandations, suite à des travaux, à une consultation publique importante. Et dans ce sens-là, c'était convaincant d'aller vers cette solution.
C'était quoi la deuxième question? En fait, comment comment cette fonction va-t-il évoluer dans l'organisation de la ville et les arrondissements? Il y a d'autres structures, il y a d'autres instruments d'intervention. Comment ils peuvent arrimer les deux? Je pense que cette fonction-là doit communiquer avec toutes les instances. Et ça va de soi. L'enjeu premier, c'est la communication, la compréhension et la collaboration entre toutes ces instances-là. C'est dans ce sens-là, moi, j'ai amplement confiance que la ville réussisse à faire fonctionner tous ces systèmes-là ensemble. D'autant plus, ce que j'ai compris, c'est que cette fonction-là, le commissaire, relèvera directement du directeur général. Et ça sera certainement, je pense en tout cas, que ces interactions-là auront lieu ensemble avec les autres directions qui sont présentes. Et une collaboration très étroite aussi entre ces directions et le nouveau poste, le poste du commissaire. À la lumière des débats récents, que ce soit sur l'utilisation du mot haine dans le contexte éducatif ou bien aussi si le racisme au Québec est systémique ou d'État, vous ne voyez pas que la classe politique au Québec manque de la volonté politique ou de l'audace pour faire face sérieusement à la question du racisme? Il faut juste faire attention entre racisme systémique et racisme d'État. C'est deux choses différentes. Pour faire court, le racisme d'État, c'est vraiment lorsque le racisme est érigé dans des lois, dans des règlements qui vont dans ce sens-là, ce qui n'est pas le cas nécessairement. C'est pas le cas au Québec. Je sais qu'il y a des groupes qui vont faire allusion à la loi sur les Indiens qui est raciste, et ils vont dire bon, c'est du racisme d'État, mais au Québec, on peut pas dire qu'il y a du racisme d'État au Québec. C'est là la distinction entre le racisme systémique et le racisme d'État. Maintenant, rappelez-moi la question. Alors, mais est-ce que, voilà, que ça soit d'État ou systémique, oui, que ça soit même cette discussion sur l'utilisation du mot haine, est-ce qu'on n'est pas en train de dériver de la vraie question et de bien répondre à les vrais enjeux? Vous ne voyez pas que la classe politique au Québec, il manque d'audace, il manque une volonté politique? En fait, le discours actuellement, ce que je trouve désolant, c'est qu'on nous inscrit dans une binarité de rapport. Et donc, à partir de ce type entre guillemets, moi je dirais que c'est un faux débat. On rentre pas dans un débat, on rentre dans une binarité. Il y a les bons et les moins bons. Il y a les gentils qui croient en la liberté et l'autre qui ne croit pas en la liberté. C'est la discussion ou le débat s'enlise vers ça. Et je trouve que c'est dangereux. Je crois sincèrement que ériger des mécanismes de dialogue, c'est la meilleure façon de faire. Et lorsque j'ai dit dialogue, je suis pas en train de dire mettre des débats qui polarisent, c'est pas nécessairement ça, mais vraiment ériger des façons de dialoguer ensemble pour comprendre le point de vue de l'un et le point de vue de l'autre. Et pour le moment, sincèrement, je ne le vois pas encore. Ce que je vois, c'est une polarisation. Et je pense que le rôle du milieu de l'éducation, le rôle du milieu des organismes communautaires ou autres, c'est de nous aider à ne pas polariser ce débat-là, et parce que ça devient un peu, je dirais, malsain, et cette dichotomie-là va nuire à court terme. Elle va faire en sorte que certains groupes vont s'effacer ou ils vont se polariser davantage, et c'est pas la meilleure posture. Je pense qu'il faut rappeler à un dialogue constructif entre ceux qui ont quelque chose à dire, et il faut que leur voix soit entendue aussi. L'inclusion est un facteur majeur pour combattre le racisme. En tant que directeur de l'IRIPI, l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants, pensez-vous que l'intégration des immigrants passe nécessairement par l'intégration à l'emploi?
Pouvez-vous nous dire à quel autre mécanisme avez-vous rencontré durant votre carrière? Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui peuvent donner la possibilité aux immigrants de s'engager, par exemple intégrer un projet de développement urbain ou autre? En fait, la question de l'intégration est importante. Ça fait des décennies qu'on en parle. Le sujet de l'inclusion aussi est très important. Souvent, on fait l'amalgame entre les deux, alors que l'inclusion appelle à changer les structures de l'institution, et non pas seulement créer des petits mécanismes d'aide à l'intégration, donc à faire en sorte que la personne entre dans le système, mais au contraire, c'est vraiment changer le système. Alors, l'emploi est très important. C'est un des facteurs puissants d'aide à comprendre comment la société fonctionne, à vivre, à grandir dans une société. Il n'est pas le seul. C'est pas le seul moyen d'aider à bien comprendre comment fonctionne la société. Tout ce qui est autour de ce sujet-là, moi je commencerai par le leadership politique. Je le dis souvent, la question de l'intégration des personnes migrantes, c'est une question qui commence par un leadership politique, par une volonté de rassembler tous les acteurs, toutes les parties prenantes autour de cet enjeu-là, qu'on soit dans un milieu urbain ou non. On peut être dans une région éloignée, et c'est important que ce leadership se manifeste par la concertation, par la mobilisation des acteurs économiques, communautaires, institutionnels et autres, autour de cet enjeu-là, de dire comment on va aider ces personnes à les accueillir en premier temps, à bien les accueillir, à les aider à bien comprendre comment fonctionne notre société, l'histoire du Québec, à les comprendre aussi, à les entendre sur leurs histoires, sur leurs projets de vie. Tout ça, là, c'est extrêmement important, avec aussi l'importance de trouver un emploi décent à la hauteur de leur espérance. Donc, c'est vraiment ça aussi. Trouver un emploi, oui, c'est important, mais pas à n'importe quel prix. Je trouve encore qu'il y a encore une discrimination qui continue dans certains cas. Lorsqu'on parle, par exemple, des personnes qui ont beaucoup de diplômes et qui se retrouvent à travailler parce qu'il faut qu'ils travaillent, je trouve à travailler dans des emplois qui ne sont pas à la hauteur de leurs compétences. Et je trouve ça malheureux. Je trouve ça malheureux parce que on perd ces personnes-là, on perd leurs compétences et on peut faire profiter davantage la société. Donc, oui, l'emploi est important, mais pas juste l'emploi. Il y a la langue, il y a la concertation, il y a l'accueil, il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte qu'on doit encore et les déployer davantage pour aider ces personnes à mieux s'intégrer à la société québécoise. C'était Habib El-Haj. Merci beaucoup, Monsieur El-Haj. Habib El-Haj est directeur de l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants. Merci, au plaisir. Au plaisir. Merci. Vous syntonisez Radio Centre-Ville. Hellénique, lusophone, francophone, anglophone, hispanophone, arabophone et créolophone, tous réunis au 102.3 FM. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. Hommage et reconnaissance. Merci mon cher René pour l'intro magnifique. C'est pour saluer Madame Nadia Zouaoui qui est avec nous, journaliste et réalisatrice. Madame Zouaoui, bonjour. Bonjour Mohamed. Alors, vous êtes journaliste, réalisatrice, vous collaborez avec plusieurs chaînes comme Radio-Canada, CBC, Al Jazeera de commentaires. Je vous reçois en fait pour voir aussi les documentaires. C'est quoi la mission qu'il porte? C'est quoi les objectifs en fait? Quand vous avez décidé d'aller vers cette spécialisation, c'était quoi vos objectifs?
Écoutez, j'ai commencé à faire du journalisme radio, télé, surtout radio. Je faisais un peu du long reportage qui est devenu un peu du documentaire radio. Et j'adore la radio, mais après, quand j'ai rajouté les images sur le documentaire, je voyais que l'impact était beaucoup plus important. Et puis, il y a aussi le fait que, moi, quand j'ai commencé au début, ça a été très, très difficile en tant qu'immigrante pour rentrer dans les médias québécois. Donc, il fallait tout le temps être la recherchiste qui donne les infos, mais on ne nous laissait pas vraiment signer le reportage et tout ça. Et donc, je voyais des choses que je n'aimais pas, des angles d'attaque de reportage que je n'aimais pas. Et donc, j'ai décidé d'être complètement indépendante et de faire des documentaires qui touchent à l'actualité, mais qui aillent beaucoup plus en profondeur et avec un angle différent. Mais aussi, ça prend aussi une lecture différente, ça prend aussi un regard différent, parce que quand je vois les films que vous avez réalisés, ils font encore l'actualité, et puis c'est ça, peut-être, c'est pas donné à tout le monde. Je sais. Souvent, en fait, c'est vraiment des histoires humaines qui me poussent à faire un film. Par exemple, le film que j'ai fait à New York sur le 10e anniversaire du 11 septembre, sur l'impact des lois antiterroristes sur les communautés musulmanes aux États-Unis. Je l'avais fait parce que j'étais à New York, aider une amie à déménager. Et elle avait des amis qui étaient sur là où il y avait tout le débat sur le Ground Zero Mosque, et c'était des Américains qui me racontaient des histoires incroyables d'injustice qu'on ne voyait pas dans les médias. Et c'est ce qui m'a poussée à faire cette histoire. Et puis comme c'était le 10e anniversaire du 11 septembre, il y avait beaucoup d'enquêtes fouillées du Time Magazine, de Democracy Now! Qui sont sorties. Donc vraiment, j'avais beaucoup d'informations. Et c'est devenu un film parce que j'étais sur le terrain et que je voyais des choses qu'on ne voyait pas dans les médias. Donc j'ai raconté cette histoire. Souvent, c'est vraiment l'actualité qui m'inspire, ou bien des personnages, des situations d'injustice qui m'inspirent à faire un documentaire. Alors, mais quand même, il s'agit de films d'opinion. Vous voulez certainement initier une pensée critique ou au dialogue. Et si je prends par exemple le film, votre premier film d'auteur, Le Voyage de Nadia, c'était quoi votre objectif en mettant en scène? C'est mon premier film. Je l'ai écrit, je dis souvent que je l'écris avec mes tripes. Parce que je viens quand même d'une société très, très patriarcale, conservatrice. Je viens d'un village en Algérie où on n'avait même pas le droit de sortir, aller faire nos courses. Et donc, moi, j'en ai souffert. J'ai souffert de cet enfermement. Ma mère, mes grands-mères qui n'ont jamais été à l'école, ma mère qui n'a jamais été à l'école. J'étais la première qui a été jusqu'au secondaire à l'époque. Et donc, tout le poids de vivre dans une société où on est des citoyennes de seconde zone me pesait beaucoup. Et j'ai voulu faire un film sur le patriarcat, mais de l'intérieur, pour faire réfléchir sur la souffrance que vivent les femmes dans ces sociétés. D'ailleurs, il y avait des femmes que je croyais complètement soumises, mais quand je les mettais devant une caméra, c'était incroyable. Elles étaient tout à fait consciencieuses de leur situation. Mais pour ne pas être à contre-courant de la société, parce que sinon elles se feraient beaucoup violence, elles acceptent ces dictats. Donc c'est un film, quand il est sorti, ça a été un peu un choc pour beaucoup d'Algériens, surtout d'hommes algériens. Mais avec le temps, c'est un film qui a initié énormément de débats, de réflexions. Maintenant, avec la nouvelle révolution, Le Voyage de Nadia est vu, je crois, 70 000 fois. Et puis beaucoup de féministes, de jeunes féministes qui m'approchent. Donc je suis en train de faire une suite, en fait, sur ça. Donc c'est souvent des films. Peut-être on croit que c'est des films d'opinion, mais c'est vraiment des films qui initient des débats. Et c'est ça qui est intéressant avec le documentaire, parce que le but, c'est pas de dire aux gens comment réfléchir, c'est vraiment d'initier le doute et la réflexion chez les gens pour qu'ils se remettent en question.
Parce que le but, c'est pas de changer la vie des gens qui pensent comme moi. Le but, c'est de faire réfléchir les gens, peut-être qui sont, par exemple dans ce film, peut-être qui sont conservateurs, peut-être qui croient qu'on ne peut pas sortir de la tradition patriarcale, mais peut-être que regarder et ne pas vivre dans le déni et regarder ce que vivent les femmes à partir d'histoires très touchantes, ça a vraiment initié de la réflexion. Alors, ce film, juste pour rappeler qu'il a raflé plusieurs prix dans le Jumeau de la meilleure écriture du commentaire au Québec. Oui. Un autre film qui a gagné aussi plusieurs prix, je pense que c'est votre dernier, c'est L'Islam de mon enfance. Oui. Et il fait plus le lien entre l'islam que vous avez connu et l'intégrisme. Et je pense vous dénoncez aussi l'islam politique. Oui, exactement. En fait, j'ai fait ce film par rapport à tout ce qui se dit dans les médias. Donc, souvent en Occident, on croit que il faut comprendre que le terrorisme tue beaucoup plus de gens dans les pays musulmans qu'en Occident. Ça, souvent, on l'oublie. Et donc, dans ce film, j'ai voulu aller très loin dans ce qu'est l'islam politique. J'ai pris l'exemple de l'Algérie parce que c'est le pays qui a vécu la pire expérience du terrorisme islamiste. Et donc, j'explique comment est-ce que l'islam de nos parents était un islam un peu de tolérance. Il ne régissait pas la société. C'était un islam de spiritualité. Et comment est-ce qu'on a basculé vers cet islam politique qui a été importé de l'extérieur, imposé avec l'aide du gouvernement en place qui a donné aux islamistes le portefeuille de l'éducation et de la famille, et qui, à travers le temps, a réussi à déstabiliser, à dénaturer la société. Et même maintenant, je veux dire, même si l'islam politique n'a pas gagné en Algérie, mais il a gagné dans la société parce que ces gens-là, ils sont derrière les télés, les programmes de télé, l'éducation, les mosquées. Donc il y a comme un brainwashing qui se fait un peu partout à un très jeune âge pour qu'il y ait des populations complètement islamisées. Quand je dis islamisées, c'est pas dans le sens on peut être musulman et moderne et laïque, mais je parle de ne plus pouvoir réfléchir par soi-même, que des gens ne puissent plus prendre de décisions sans avoir à demander à un religieux s'ils peuvent, je sais pas, des choses complètement. Par exemple, maintenant que des femmes, par exemple, fassent leurs sourcils, est-ce que c'est licite ou pas licite? Tout est rendu licite ou pas licite, et c'est ça qui est un peu dangereux dans nos sociétés. En fait, c'est ça, c'est effectivement, ça prend toute une réflexion, et puis je vous invite à continuer votre type de travail. Est-ce que vous avez d'autres projets futurs? Est-ce qu'ils visent toujours la même vision, le même choix de sujet? Au fait, là, je travaille sur une série sur les femmes de l'immigration, parce que je me rends compte que le travail à faire avec les femmes, surtout les femmes qui viennent de sociétés où la tradition patriarcale est très forte, ou bien le très conservateur religieux, je crois qu'au Québec, on dit que les femmes s'intègrent beaucoup plus vite que les hommes. Et j'ai envie de raconter une série de femmes comme ça qui s'en sortent, mais c'est pour faire un peu du woman empowerment. C'est pour créer des modèles pour les femmes de l'immigration. Donc, je crois qu'on en connaît tous des femmes qui ont changé leur vie en immigration parce qu'elles sont dans des sociétés qui respectent l'égalité homme-femme et tout ça. Et en même temps, je travaille sur un autre film qui est un peu plus dur, sur la violence contre les femmes en Algérie, parce que malheureusement, c'est une pandémie. Il y a des jeunes féministes qui se battent contre ça, et donc j'ai voulu les épauler un peu en créant un film que j'espère pouvoir filmer après la pandémie, toujours comme ça, pour essayer d'initier la réflexion critique et espérant un peu de changement.
Nadia Zouaoui, je vous souhaite le meilleur des chances et certainement on va vous accueillir à nouveau pour parler de vos projets futurs. Au plaisir. Merci Mohamed, merci, au revoir. Salam.